Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Voilà, déjà, c'est passé super vite. On est le 31. Je vais pas vous faire de résolution aujourd'hui. Sachez que je ne suis pas une femme à résolution. Donc, pour le coup, j'avais plus envie de vous parler de quelques petites envies qui me titillent en ce début d'année 2024 en termes de lecture, des petites choses que j'ai repérées, sachant que je ne parlerai que des choses qui ont été énoncées par les éditeurs et pas des choses qui ne sont pas encore sorties. Voilà, sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'annonces comme Booknode ou Babelio par exemple. J'ai fait une petite sélection de 5 livres, alors il y a du poche, il y a du grand format, il y a un petit peu de tout, mais je me suis dit, tiens, des petites idées, et tous les coups je les achèterai pas. C'est juste que là, à cet instant T, il me donne pas mal envie d'être découvert. Mine de rien, il y a une maison d'édition qui ressort un peu du lot, là j'ai vu, parce qu'il y a un auteur qui me tente de chez eux que j'ai pas encore lu, et il y a un autre, le texte me tente parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, c'est revenu. Je suis allée un peu sur le catalogue des indépendants, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore annoncées. Donc là, c'est vraiment des livres qui sortent en janvier, février, donc une époque qui n'est pas une grosse époque pour les sorties. Il faut savoir que les sorties en termes de livres dépendent de mois en général. On remarque souvent que la période d'imaginaire est très tournée autour du mois de septembre et octobre avec la rentrée littéraire. Et on va aussi avoir des sorties qui sortent pour les imaginales, par exemple. C'est toujours un peu pensé, donc janvier, février, c'est post-Noël, c'est pas là où sortent le plus de livres, et ce qui permet à certains de sortir du lot, mais c'est pas forcément les gros best-sellers, ou sinon c'est le gros best-seller, par exemple de Saxu, je sais qu'il joue sur des gros titres là en sortant, mais je ne vous les présenterai pas, parce que je ne les lis pas. J'ai pris mes lunettes parce que je connais pas très bien les résumés et surtout je ne peux pas lire sans. Le premier livre qui me fait très envie, alors je ne pense pas le recevoir parce que je pense que la maison d'édition n'a pas trop apprécié mon avis sur Guild, mais j'avais bien aimé ce livre, il me l'avait envoyé l'année dernière, il y a 2 ans, et donc il y a la suite qui sort, c'est de la YA, mais dans un contexte... si je dis pas de bêtises, chinois. Donc, le livre du thé, le tome 2, donc un doux et sombre venin. C'est un parfum de magie et de quelque chose comme ça, voilà, je vous le mets ici. C'est de la fantaisie qui tourne autour de la thématique du thé. Alors vous allez vous dire, c'est un peu étrange, et c'est ce qui m'avait plu. Donc c'est vraiment sur l'art du thé, en quoi il a une utilité magique dans ce texte-ci. Alors dans mes souvenirs, on suit une jeune fille qui vit avec sa mère et sa sœur, et qui va subir un peu le pire. Elle va perdre sa mère en lui faisant du thé. En fait, elle va faire la petite tasse. Ils ont toute une cérémonie. En fait, elles ont une magie autour de ça. Et elle se rend compte qu'il y a un petit serpent enfumé qui est au-dessus du thé. Elle le sert quand même à sa mère en se disant « Bon, c'est peut-être moi qui psychote ». Et en fait, le thé était empoisonné. Elle l'avait vu. Et elle va perdre sa mère, et sa sœur a été empoisonnée aussi pour ça. Donc elle part à la capitale pour devenir une sorte de soigneuse, ou je sais plus, une sorte de soigneuse il me semble. Bref, il y a un concours pour travailler pour le palais. Et là-bas, elle va vite se rendre compte qu'on va essayer de tout faire pour qu'elle n'y accède pas. Elle vient d'une strate de la société un peu plus basse, et surtout elle a un passé un peu mystérieux avec son père, et en parallèle elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est lié au pouvoir et qui va vite se retrouver lié aux rebelles en place. C'est une fantaisie où la magie en fait est assez originale. Comme je vous dis, tout est tourné autour du thé, donc là en fait c'est des sortes de soigneurs, mais qui manipulent les essences et qui peuvent leur faire prendre des formes ou des utilités. Et j'avais adoré ça. Alors c'est de la YA, c'est-à-dire que vraiment on tombe dans les clichés de la romance habituelle, personnage féminin qui sort pas forcément du lot, mais l'univers est tellement cool. À un moment, je me souviens, il y avait des oiseaux, voilà, où ils doivent garder des oiseaux sacrés et tout. Et dans la mythologie chinoise, c'est des oiseaux qui sont présents, donc c'est assez intéressant. C'est un truc qui est un peu de concours. Moi j'aime bien ce genre de récit où il y a un but final et une manipulation. T'as des gens qui se mettent des bâtons dans les roues, il y a beaucoup de complots politiques. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu, et notamment avec les rebelles. Alors on sait vers quoi, je veux dire. On sait vers quoi on penche, hein. On sait vers où l'histoire va aller, mais c'est pas forcément ça. Je veux dire, l'histoire est pas originale pour 3 sous, mais je parle comme une personne âgée là, mais l'univers est cool, et la plume est sympa et tout. En YA, j'avais passé un bon moment. Ensuite, alors ce titre, je suis tombée dessus, et j'ai envie de le lire. Alors parce que déjà le titre est sympa, c'est surtout des contes que j'aime bien. C'est La maison aux pattes de poulet.
C'est chez Albin Michel Imaginaire. C'est une réécriture de Baba Yaga, donc vous savez, la sorcière. Et si vous avez vu The Witcher, ça doit vous rappeler quelque chose, La Maison sur des pattes. Ça fait partie des contes folkloriques. Et a priori, on va suivre un frère et une sœur que tout sépare et qui vont hériter d'une maison qui marche. Voilà. C'est une réinterprétation pour les adultes d'un conte, donc je pense que ça va être assez glauque. Baba Yaga, en plus, c'est pas forcément un conte qui met très à l'aise à la base. Donc c'est une divinité qui s'apparente un peu à une sorcière russe, hein. C'est une des figures russes les plus connues en termes de folklore. Je pense que c'est une figure qui a assez inspiré le conte de Hansel et Gretel, parce que il y a tout un truc avec le cannibalisme et tout. Donc je pense que ça va me plaire. La couve est sympa et je trouve ça original. Et donc là, dans le résumé, ils expliquent que la maison est venue d'Ukraine à pied, voilà, parce que leur grand-mère était ukrainienne. Et donc il y a une entité maléfique qui va tout faire pour la détruire. Donc je pense que ça va être très très cool. Et ça a l'air d'être vraiment pour les adultes. Donc voilà, le thème est original. Le thème est original, ça reprend les contes, c'est ce que je préfère sur tous les contes traditionnels. Donc je ne me fais pas de doute sur comme quoi ça va être très sympa à lire. Ensuite, je suis tombée dessus sur le catalogue et je me suis dit... Allez, on redonne une chance avec tout ça. Il y a une nouvelle parution chez La Talente qui s'appelle Le chien de guerre et la douleur du monde. Un titre charmant qui donne envie. Et on va s'amuser, ça va être drôle, je le sens. De Michael Moorcock. Donc c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de le lire. C'est un texte qui s'inscrit dans la quête du Graal avec un homme qui s'appelle Graf Ulrich von Beck, qui est un ancien commandant d'infanterie et qui aurait peut-être passé un pacte avec Lucifer. Donc je pense que ça va être un mélange de religion voilà, chrétienne avec le mythe arthurien et tout. Ça a l'air très très chouette. La couverture est très très belle. Bon, de toute façon, La Talente fait toujours des belles choses, mais il me tente pas mal. Il y a Méduse aussi, genre La Talente, c'est vrai qu'ils ont des très belles parutions. Je m'y tourne pas forcément parce que c'est pas toujours disponible là où j'achète mes livres, et surtout j'essaye d'acheter au plus en ce moment avec du poche parce que j'ai pas beaucoup de place dans mes bibliothèques. Donc voilà, mais celui-ci me donne très envie. Je pense que ça va être un peu à la Guy Gabriel Kay, un mélange d'historique et de fantasy, ça va être très cool. Et puis ça me permettrait de redonner une chance à Moorcock, qui avait pas forcément été une très bonne lecture la première fois que je l'ai découvert comme auteur. Ensuite, sortie poche, il y a eu une sortie grand format, mais Brajon ne m'a jamais envoyé ce 3e tome alors que je l'avais demandé et que c'était quand même une de mes sagas préférées. Mais bon, ça arrivait quand même fréquemment. C'est L'Âge de la folie, le tome 3, donc La sagesse des foules d'Abercrombie. Donc c'est la parution en poche du tome 3 de cette seconde saga. Alors, parce que vous savez, Abercrombie, c'est un peu compliqué. Il y a une première saga extrêmement connue, voilà, la base qu'on adore tous, voilà, qui est géniale. Et il y a des spin-offs à côté qui peuvent se passer avant, mais plutôt après. Et L'Âge de la folie, on suit les héritiers des premiers tomes dans une période industrielle. Donc c'est super chouette, c'est pas de la fantaisie, on va dire médiévale, c'est plus industriel, avec des personnages tout aussi cruels, complot politique, un peu horribles. Et moi j'avais 2-3 personnages un peu maléfiques dans le texte qui m'avaient bien plu, mais j'ai envie de savoir le fin mot de cette histoire, parce que ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'ai lu le 2e tome, mais moi j'avais beaucoup aimé L'Âge de la folie, même si dans mes souvenirs le 2e tome était quand même moins bon que le premier, et que c'est moins bon que la série originale, mais j'avais beaucoup aimé le traitement de l'ère industrielle, parce qu'on va vraiment parler un petit peu du marxisme, du prolétariat, des ouvriers qui se lèvent contre les gens qui les exploitent. Voilà, donc c'est assez chouette. Et on a aussi des grandes figures, notamment il y a un personnage féminin qui est un peu dur dans le texte, qui est la fille à papa qui va connaître ce que c'est un petit peu la vie un peu dure, voilà, qui va être un peu renversée et qui va se venger. C'est assez chouette, il y a plein de portraits personnages différents, mais j'avais beaucoup aimé voilà, cette saga. Et de toute façon, Abercrombie 2024, je l'ai pas mis, mais ça serait bien que j'avance, parce que je crois qu'il me reste 2 spin-offs à lire et celui-ci, et après on est ok. Parce que je crois que j'ai tout lu de lui après ce qui est sorti en français. Mais c'est un auteur que j'adore. Si vous aimez la violence, je pense que vous pourrez accrocher, parce que c'est vraiment un auteur où ça découpe. Hein. C'est vrai qu'il y a des scènes qui m'avaient mis un peu mal à l'aise à l'époque. Et enfin, alors là c'est toujours chez Albin Michel Imaginaire. Je sais pas, leur sortie me tente beaucoup cette année. Un auteur que vous me recommandez énormément, et vous m'avez recommandé surtout la première saga qu'il a publiée. Mais là il publie la première saga qu'il a écrit. Donc c'est Robert Jackson Bennett qui a écrit Les Maîtres Enlumineurs, qu'il faut que je lise absolument, parce que voilà, j'ai eu que des avis extrêmement positifs, et on m'a dit qu'au vu de mes goûts de lecture, ça correspondrait un peu à ce que je lis. Donc c'est le cycle des cités divines. Donc le tome c'est La Cité des Marches.
Alors, selon le résumé, c'est une cité en fait qui s'est effondrée, qui était très très puissante, qui aurait subi ce qu'on appelle le vacillement et la perte des dieux qui étaient protecteurs de la cité. Et ça a été donc c'est un autre pays qui a conquis cette cité. Et a priori, il reste un escalier qui mène nulle part, voilà, qui monte dans cette cité-ci. Et plus particulièrement, il y a un historien qui va être assassiné, une jeune femme espionne qui va être envoyée pour enquêter. Et a priori, dans son enquête, elle va découvrir que les dieux ne sont peut-être pas si morts que ça. Donc, très chouette, ça me faisait envie. L'auteur a l'air, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être plus fantasy traditionnel que Les Maîtres les Mineurs, qui a l'air d'être un peu plus exubérant, voilà. Mais ça me permettra de me faire un avis sur l'auteur. Et pour le coup, je pense que ça va être chouette de parler de religion en imaginaire, mais pas parler de religion avec des élus, ce qu'on a beaucoup en ce moment et ce qui me gave un peu, mais plutôt avec des ruines, des artefacts, tout ce genre de choses. Donc voilà, je me ferai une idée sur l'auteur avec la nouveauté, et puis je lirai sûrement Les Maîtres les Mineurs, il est dans ma wishlist, mais j'attends un peu qu'il sorte en poche, comme je vous disais, hein, ça va être une question de place dans les années à venir, parce que je ne compte pas redéménager dans 5 ans. Et quand j'ai vu tout ce que j'avais accumulé en l'espace de 3 ans, alors que je fais du tri, sincèrement je fais du tri, il faut penser aux poches, voilà, parce que sinon ça prend beaucoup trop de place. Mais voilà, c'est mes petites envies. Comme je dis, il y a des choses qui n'ont pas été annoncées. Là, quand j'ai regardé, en fait, ce qui m'a un peu perturbée, et ça revient au même truc qu'on s'est un peu tous dit récemment, c'est que la romantaisie, c'est fou comment ça a pris le pas sur l'imaginaire. J'ai vu voilà, je regardais les catalogues et tout. Mais s'il y a, sur l'imaginaire, j'ai l'impression qu'il y a au moins 80% de ce qui sort qui est de la romantaisie, hein, ou de la romance. Et le nombre de trucs publiés de Saxus, c'est fou, hein. Et les autres maisons d'édition, ils ont un rythme de publication qui noie vraiment le reste. Donc c'est vrai que là, pour vous trouver des textes d'imaginaire début d'année, c'était pas le facile. Et en plus, c'est pas forcément la période la plus marquée sur les sorties d'imaginaire. On est plus sur on va dire avril, mai, juin en général, et puis même mars, parce que le mars c'est aussi la sortie. Ouais, c'est en littérature générale, c'est aussi la première, on va dire, rentrée littéraire. Et après, c'est septembre, octobre, novembre qui sont les grosses périodes. Mais c'était un peu décontenançant, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire, vous, vos envies des nouveautés qui sortent en janvier, février. Comme ça, je note et je vois s'il y a des choses qui me tapent dans l'œil que j'aurais pas vues. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Passez un bon nouvel an, que vous le fêtez ou non, que vous soyez comme moi, un peu une flemmarde en disant c'est la besogne de l'année. J'ai toujours du mal avec le nouvel an, ou du moins il faut que tu fasses un truc pour le nouvel an. Puis ça doit être mon côté casanier. Mais profitez bien, faites des résolutions si vous en voulez, n'en faites pas comme moi si vous n'en avez pas. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures.